Bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau module de formation dédié à l'image de marque. Pour rappel, les précédents modules concernaient donc les personas, qui sont donc les cibles auxquelles vous souhaitez vous adresser. Deuxième étape, second module qui parlait de la Consumer Journey, qui est donc l'ensemble des étapes et des contenus que vous souhaitez proposer à vos différents personas dans le temps. Donc là, vous rentrez vraiment dans un système de planning. Et avant d'aborder le sujet concernant l'écriture et le style éditorial et le community management, nous allons faire un point sur les marques et l'image de marque. Alors, tout d'abord, une marque. Qu'est-ce que c'est une marque? Alors, je vous ai noté une définition, c'est donc une image. Avant tout, alors ça peut être une image, ça peut être une image visuelle, sonore, telle qu'elle soit. Euh, et c'est très souvent également lié à un ensemble de croyances, d'idées, d'impressions qu'une personne a sur un objet. Euh, c'est très fortement lié également à ce qu'on peut retrouver dans la littérature et dans la linguistique, notamment chez Ferdinand de Saussure. Je prends par exemple, si je vous dis le mot voiture, eh bien, chacun d'entre vous aura une représentation très différente de ce qu'est la voiture. Le premier pensera à une voiture rouge, un autre pensera à une marque bien spécifique. Voilà, il y a autant d'images différentes ou de représentations, pour employer le bon terme, qui se forment dans l'image des gens. Bah, une marque, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez un logo, un nom, un son qui automatiquement vous fait penser à quelque chose de précis. Et donc on enchaîne sur qu'est-ce que l'image de marque. Peut être définie. Alors l'image de marque, c'est la façon dont les clients pensent à une marque. Et cette image a tendance à être assez commune à tous. Elle peut être définie comme la perception de la marque dans l'esprit des clients. C'est vraiment ça. L'image de marque, bien entendu, se développe avec le temps. C'est pas quelque chose d'instantané. C'est pas parce que vous allez sortir une marque aujourd'hui que demain matin tout le monde saura quelle valeur porte cette marque-là. Et comment est-ce que les clients se forment une image? Eh ben, par rapport à votre logo ou à votre marque, eh ben, c'est tout simplement grâce aux interactions et aux expériences que votre client aura avec vous. Alors, ces interactions peuvent être de plusieurs sortes. Elles peuvent être verbales, elles peuvent être écrites, elles peuvent être via la lecture de documents ou de posts sur les réseaux sociaux. Ça peut être un acte d'achat également, simplement. Ça peut être simplement l'utilisation de produits ou de services que vous proposez. Voilà. Donc interaction au sens large. Euh, alors c'est une tâche énorme, comme je le dis, ça demande énormément de travail, hein, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut se forger une image de marque. Bon, fort heureusement, en ce qui vous concerne, vous êtes des étudiants à l'UNISTRA, l'UNISTRA quelque part, qui a déjà un logo, qui a déjà une histoire, vous n'avez pas besoin de retravailler dessus. Par contre, c'est à vous de véhiculer, on le verra par la suite, une image positive de cette marque. Alors pourquoi est-ce que c'est important une image de marque? En fait, chaque entreprise, organisation essaye de se forger ou de forger une image forte auprès de ses clients. Euh, alors, si c'est une entreprise commerciale, c'est en fonction des objectifs commerciaux, forcément. Et si c'est une institution, on va dire publique, bah, c'est par rapport aux services qu'elle propose. Euh, alors, il y a plusieurs avantages à avoir une forte image de marque. Ben, potentiellement, ça génère plus de profits. Euh, Plus vous avez de clients, plus vous aurez de chiffre d'affaires. C'est proportionnel et ça fonctionne. De plus, si votre marque et votre image de marque est déjà bien implantée, vous aurez beaucoup moins de difficultés à faire connaître ou à mettre sur le marché un nouveau produit ou un nouveau service. Si on prend l'exemple de l'université, si demain il y a une nouvelle formation qui sort et qu'elle est très innovante dans un domaine bien spécifique,
vous n'aurez pas trop besoin de faire de publicité. Enfin, il faudra faire de la pub pour la faire connaître, mais je veux dire, vous n'aurez pas besoin de convaincre les gens comme quoi l'Université de Strasbourg est tout à fait compétente et pour générer ce type de formation. Il faudra juste, entre guillemets, juste faire connaître la formation au plus grand nombre. Donc vous passerez directement à une phase de marketing, pas par la phase de conviction. Euh, Ensuite, bien entendu, avoir une forte image de marque, ça augmente la confiance des clients existants parce qu'ils voient que vous durez dans le temps, donc ça permet de les fidéliser également avec les mois et les années qui passent. Et bien entendu, tout ça, on reste des êtres humains, hein, ça permet d'avoir une meilleure relation entre l'entreprise et le client. Bon, inversement, une entreprise qui ne véhicule pas forcément une bonne image peut avoir du mal à fonctionner ou pas être en mesure de lancer le produit qu'elle souhaite. J'en ai deux là qui me viennent en tête. Alors, c'est pas pour dénigrer les entreprises, hein, parce que j'ai le plus grand respect pour elles, mais ce sont des exemples. Si je vous cite par exemple la SNCF, qui est donc une entreprise qui est censée transporter des voyageurs et des marchandises d'un point A à un point B. Ce sont des services payants, bien entendu. Et si je vous parle de la SNCF, je suis persuadé que la majorité d'entre vous ne vont déjà pas penser à la marchandise, mais au transport de personnes. Les images positives qui viendront, c'est par exemple le train à grande vitesse, voilà, on va dire plutôt des choses un peu technologiques, vous aurez la rapidité, etc., qui vous vient à l'esprit. Mais bien entendu, ça dépend aussi du contexte. Aujourd'hui, si je vous dis le mot SNCF, vous allez penser à grève, voire à retard de train, ce qui n'est pas forcément très positif. On va prendre un autre exemple qui est peut-être un peu plus, qui est un peu différent. On peut prendre Tesla également. Tesla, si je vous dis ça, vous allez penser à quoi? Vous allez directement penser à voiture électrique. Inversement, si je vous dis voiture électrique, est-ce que c'est Tesla qui vous viendra premièrement à l'esprit? Non, ce sera peut-être une marque française, Renault avec la Zoé, ou peut-être un autre produit. Voilà. Donc en fait, c'est un jonglage en fait entre la marque, ce qu'elle véhicule, et le fait que l'image qu'on ait dans la tête soit positive ou négative. Vous pouvez très bien aimer une marque également, mais pas le dirigeant. Je disais Tesla, si vous pensez à Elon Musk et un peu à tout ce qu'il a fait ces derniers mois, que vous soyez d'accord ou pas, voilà, l'image s'en trouve fortement altérée. Alors je vais lancer, là je vous propose une étude de cas un peu plus poussée. Bon, je vous mets le lien Wikipédia, hein. Je ne vais pas vous refaire l'historique de Lidl, qui est donc un supermarché qui vend des produits, un supermarché dit discount. Donc, a priori, si je devais définir les personas, c'est des personnes qui n'ont soit pas beaucoup, qui ont des difficultés financières, qui souhaitent malgré tout se nourrir. Donc, on va dire des personnes avec un pouvoir d'achat moindre, ou simplement, ce sera le premier type de persona. Deuxième type de persona, ce serait des personnes qui ont beaucoup de bouches à nourrir, familles nombreuses, euh, qui donc voilà, dans la masse préfèrent aller au Lidl parce qu'ils savent que globalement leur panier moyen s'en retrouvera réduit. Troisième type de persona, simplement des personnes qui ont un pouvoir d'achat existant mais qui veulent simplement dépenser moins et faire un peu d'économie sur certains types de marchandises. Voilà. Bon, alors Lidl, vous verrez dans l'historique, c'est une entreprise qui existe depuis très longtemps. Moi-même, je ne savais pas qu'elle était aussi ancienne. Euh, donc voilà, c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'elle est née. Ce n'est que durant ces 20 dernières années qu'elle s'est vraiment positionnée comme étant un gros discounter. Alors, si je vous dis Lidl, vous pensez à quoi? Vous pensez produit à bas coût. Ça peut également être donc image entre guillemets positive, ça coûte pas cher. Image un peu plus négative, la qualité des produits. Pourquoi? Parce que Lidl ne vend des produits sous ses propres marques. Euh, Ce qui dans la tête des gens qualitativement peut être moins bien perçu que les marques qui sont présentes. Ils vendent leur propre soda. Euh, Si je demande à quelqu'un de comparer une bouteille de Coca-Cola de la marque et le même produit de la marque Lidl,
même si c'est les mêmes ingrédients, même s'ils sont fabriqués quasiment de la même manière, eh ben, vous mettrez Coca-Cola sur un piédestal, presque. Alors que vous direz, oui, Lidl, c'est une sous-marque. Non, c'est pas un produit de bonne qualité. Donc voilà, donc ça joue vraiment sur les deux niveaux. Par ailleurs, ils ont été sujets à pas mal de polémiques et de controverses. Régulièrement dans la presse, il y a des choses qui ressortent. Voilà, une intoxication alimentaire par-ci, des mauvais produits par-là, politique de prix pas forcément justifiée. Voilà un peu tous les stéréotypes de ce qu'on peut trouver dans les marques low cost. Bon. Donc allez, globalement, Lidl ne jouit pas forcément d'une super image. D'autant plus que si vous regardez le supermarché, on ne peut pas dire que ce soit forcément des maîtres du design qui travaillent chez Lidl, hein. Ça reste du carrelage et des néons. Inversement, vous regardez leur publicité à la télé, ça n'a absolument rien à voir. Ils touchent, on va dire, à la famille. Euh, c'est une publicité vraiment très familiale. Et c'est plutôt un couple avec des enfants, si vous voyez la pub. Euh, c'est très joyeux. Ils mettent en avant un produit en général à la télé, sachant qu'ils ont deux types de publicités différentes. Pour ce qui est outillage, ils mettent uniquement en avant le produit et l'utilisation du produit par telle ou telle personne. Euh, voilà. Et le prix vient à la fin. Donc en gros, c'est rapport qualité-prix très élevé. C'est ça qui transparaît dans leur publicité. Et je vous parlais à l'instant du design des magasins. Alors il m'est arrivé assez récemment, quand je suis parti en vacances, je suis passé à côté d'un Lidl, je suis rentré dedans. J'étais très 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 surpris euh, par le look du magasin. En fait, ils avaient soigné les rayons avec une apparence bois. Les carrelages, c'était pas les petits qu'on voit chez nous, c'était des grands carrelages, les limites ce qu'on peut voir dans des appartements. Enfin voilà, il y avait un côté un peu plus cosy. Et je me suis dit, tiens, ils essaient de changer leur image de marque. Donc vous voyez ça typiquement. Euh, faites ça la prochaine fois que vous êtes tous en cours. Balancez une marque et essayez de noter tout- tout- toutes les images qui vous viennent en tête. Vous verrez, ce ne sera pas forcément que du positif. Donc voilà, penchez-vous sur la chose. Il y a d'autres exemples. SNCF, je l'ai cité tout à l'heure. Alors la poste, voilà. Si je vous dis la poste, vous pensez à quoi? Livraison de courrier. Certains me diront livraison de courrier en retard. D'autres me diront file d'attente. Voilà, c'est pas toujours évident. À l'inverse, la poste, c'est aussi un service bancaire. Beaucoup de gens ont des comptes postaux. Euh, il y a des services pour des professionnels et c'est une entreprise qui malgré tout fonctionne. Avec toutes les difficultés qu'elle peut avoir, elle fonctionne. Totalement dans un autre secteur et une marque étrangère, Volkswagen, Ach, Deutsche Qualität, voiture correcte, voilà, fonctionne, réputation d'être voilà, de durer dans le temps. En plus, ils jouissent d'un historique très très vintage. Ils ont la Cox, ils ont le combi. Enfin voilà, ils ont marqué l'histoire de l'automobile, disons-le. Et voilà, l'année dernière, qu'est-ce qui leur tombe dessus? Ben, c'est les taux de CO2 qui respectent absolument pas les normes. Paf, ils en ont pris un coup, ils ont fait moins de ventes. Allez redorer le blason d'une marque automobile quand vous avez comme ça un coup dur qui vous tombe dessus, c'est pas toujours évident. Alors là, je n'ai parlé que des grands groupes. Sachez que l'image de marque touche également les entreprises de plus petite taille. Euh, Si vous prenez l'artisan ou le commerçant du coin, que ce soit un épicier, un coiffeur ou peu importe, euh, le bouche à oreille compte aussi. Si vous sortez du coiffeur, que la coupe ne correspond pas tout à fait à vos attentes, ou que vous êtes un peu déçu, que vous voyez le lendemain que finalement que la coupe n'a pas tenu, est-ce que vous allez retourner chez ce coiffeur? Est-ce que vous allez en faire la publicité? Non. Alors je pense également à tout ce qui est soins esthétiques pour les dames, le fait de se faire les ongles, voilà, le bouche à oreille ça marche d'enfer. Pour nous les hommes, ben, on a les barbiers, on a les magasins de chaussures, encore que là, bon, on a également des grandes marques. Enfin voilà, ça peut être un plombier également. Ça touche absolument tout le monde. Il ne faut absolument pas négliger ce côté-là. Alors, maintenant on va aller un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui donne vraiment naissance à l'image de marque? Alors, il faut savoir que les entreprises consacrent beaucoup de temps et d'efforts et de ressources également, parce que ça coûte cher, à la construction de l'identité d'une marque. Euh, Il y a un côté apparence, il y a le côté, la manière dont le client
doit se sentir quand il rentre en contact la première fois avec la marque. Il y a également un travail qui est fait vis-à-vis de l'emplacement de la marque dans les esprits des consommateurs, le positionnement de la marque dans un tel et tel secteur d'activité. Enfin voilà, il y a plein d'associations possibles qui peuvent être faites. Bon, tout cela en résumé donne naissance à une certaine personnalité. Une marque a une personnalité. Et ça donne image, donc voilà, ça donne une marque en fait va donner naissance à l'image de marque à partir du moment où le client interagit avec la marque. Alors oui, je disais, ça peut avoir une marque à la base, ça peut être un logo, un design, mais pas que. Ça peut aussi être uniquement le nom de l'entreprise. Prenez Samsung, à ma connaissance, ils n'ont pas de logo. Leur logo, c'est leur nom. À l'inverse, vous avez des marques qui ne jurent que par le logo. Rien qu'à les voir, vous savez que, prenez le losange, bah, vous savez que c'est Renault. Vous n'avez pas écrit Renault en dessous, hein. Euh, Après, une marque peut également faire référence à des valeurs, à un ensemble de missions, à vision. Ça c'est ça se remarque beaucoup dans les associations. Si je vous dis la Croix-Rouge, tout de suite vous pensez à aux aides, voilà, au côté ONG. Pareil pour la Fondation Abbé Pierre, vous avez des images qui vous viennent en tête assez rapidement. Je vous dis Resto du Cœur, vous pensez encore à autre chose. Voilà, donc ça c'est vraiment les valeurs portées par la marque. Après, ça peut être lié aux produits ou aux services proposés. Je reprends l'exemple de Tesla. Tesla investit très peu, si ce n'est aucun centime dans la publicité. Le produit fait lui-même sa pub. C'est assez dingue. Ça marche aussi pour les artistes. Il y a des artistes qui n'ont pas besoin de publicité pour que ça fonctionne. Si on remonte un peu en arrière, on peut penser à Mylène Farmer. Elle n'est jamais passée à la télé. Paf, d'un coup, elle annonce que son album sort. Les ventes dépassent les centaines de milliers de ventes. Voilà, elle n'a rien fait, tout simplement parce que derrière le nom, il y a quelque chose qui se cache. Après, il y a l'attitude qui peut jouer également. Sérieux, vous pouvez jouer sur l'humour, vous pouvez jouer sur pas mal de choses. L'innovation, parfois aussi, ça peut servir peut être porteur d'image de marque. Alors je vous ai cité des exemples, oui Tesla, c'est un bon exemple. À Michel Augustin aussi, pour ceux qui connaissent, donc ça c'est dans l'alimentaire. Ils ont, si vous voulez, leurs produits, ce sont des produits, je ne vais pas dire naturels, mais plutôt artisanaux. Enfin du moins ils le vendent comme ça, ils vendent des cookies, des yaourts, enfin voilà, et c'est designé d'une manière très sympa. Donc eux ils jouent à la fois sur leur nom, sur le design, sur les valeurs, sur le produit proposé. Donc eux, ils sont vraiment à plusieurs niveaux. Je vous invite à regarder un petit peu ce qu'ils font, c'est pas inintéressant. Bon, maintenant vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, mais nous on est des étudiants à l'université. Comment est-ce qu'on fait pour construire notre image de marque par rapport à notre master, d'autant que nous on travaille que sur les réseaux sociaux. Eh ben, alors je vais vous dire tout de suite, hein, c'est pas une tâche facile, hein. C'est pas du jour au lendemain que vous allez arriver à le faire et que vous allez gagner de la confiance avec les personnes avec lesquelles vous interagissez. Ça demande du temps et ça doit se faire malgré tout de manière assez contrôlée. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Un média social ou les médias sociaux au sens large, c'est une plateforme très efficace pour véhiculer une image de marque. Pourquoi? Euh, Parce qu'à partir du moment où vous avez une présence sur les médias sociaux, eh ben je dis toujours clients, mais bon, on va dire, je vais garder ce terme, mais gardez en tête que c'est plutôt les personnes qui interagissent avec vous. C'est plus court de dire clients. Les clients qui, avec le temps, deviennent fidèles en likant votre page, en s'abonnant à votre page. Euh, voilà, vous entretenez directement un lien avec ces personnes-là et vous communiquez facilement avec elles. En gros, le réseau social est un très gros raccourci. C'est nulle part ailleurs vous trouvez une manière de toucher des personnes aussi facilement. Euh, et puis on le voit d'autant plus avec la publicité en ligne, même la publicité que propose Facebook par exemple. Il n'y a pas de meilleure stratégie au monde pour faire connaître une marque. Euh, c'est plus efficace, pourquoi? Parce que le rapport rapidité-coût et interaction
Et enfin, le coût est très faible et la rapidité est énorme. En gros, dans 24 heures, vous êtes capable de toucher énormément de monde. Euh, donc voilà, c'est quelque chose euh, qu'il faut absolument, qu'il ne faut pas négliger. Alors, il y a plusieurs raisons aussi qui poussent à ce que qui font que le premier choix doit être le réseau social quand on parle de marque. Alors, la première chose, ben, c'est la durabilité, ou la pérennité plutôt. Euh, Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de concurrence sur le marché. Toutes les organisations veulent être la première, veulent être au sommet de leur art, si je puis dire. Euh, les concu- la concurrence est rude. Et on va dire qu'un média social, bah, c'est la seule plateforme par laquelle on peut devenir très populaire dans un laps de temps très très court. Euh, du coup, promouvoir une entreprise via Facebook, par exemple, dans une stratégie de marketing, bah, ça ajoutera un sacré coup de pouce à l'entreprise. Ça ne pourra jamais être négatif, à moins de s'y prendre comme un manche et de communiquer avec des messages qui vont totalement à l'encontre des valeurs que vous voulez promouvoir. Ensuite, bon, deuxième avantage, c'est que vous avez des feedbacks clients instantanés. C'est-à-dire que les gens like et commentent très rapidement ce qu'ils voient. Ne serait-ce qu'en disant merci ou super, ou ils mettent un petit pouce en l'air, les emojis, on les voit de plus en plus apparaître. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous proposez un service, par exemple, ou une formation, ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux comme étant une source de commentaires clients. En gros, vous avez des retours clients instantanés et vous avez à ce moment-là, vous n'avez même pas besoin de faire de questionnaire en ligne ou de sondage. Vous savez immédiatement quelles sont les choses à améliorer. Et là d'ailleurs, je pousse toujours les entreprises à faire ça. Je leur dis, mais dites-moi, vous mettez un produit en ligne, mais soyez francs. Dites voilà, mon produit c'est sa première version, il est amené à évoluer, certes il est payant, mais j'ai besoin de vous pour pouvoir l'améliorer dans le bon sens, et qui vous corresponde à vous. Donc laissez-moi vos commentaires. Et les gens seront entre guillemets gentils en vous disant voilà, ça va pas, ça va pas, et ils vous diront toujours bon courage pour l'implémentation. Et si vous le faites, alors là c'est la cerise sur le gâteau parce que tout le monde est content. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux pour demander l'avis aux gens. Ensuite, accroître ses leads, oui, c'est un formidable outil de prospection, notamment grâce à l'utilisation des hashtags et des mots-clés. Vous pouvez très facilement identifier le nombre de clients intéressés qui peuvent être après convertis en véritables utilisateurs ou clients qui achètent votre produit. Une fois que vous avez trouvé des clients fiables, c'est très facile après de renouveler le processus de vente. Si vous avez déjà acheté quelque chose, bah, ce sera d'autant plus facile de refaire une conversion par la suite. Le coût efficacité, je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé. Euh, les budgets sont plutôt statistiquement, un budget pour faire de la pub sur Facebook est moindre que sur tout autre support. Même une petite entreprise peut en profiter. Moi-même, j'ai fait des campagnes Facebook pour des gens qui, c'était même pas des entreprises, c'était des freelances qui voulaient simplement un peu développer leur activité et avoir plus de rendez-vous. Euh, Ça a marché très très vite, en l'espace de 15 jours, 3 semaines. Ben voilà, sans trop exagérer, le nombre de rendez-vous pour un praticien c'était pas dans la médecine, c'était dans l'hypnose. Ben voilà, a été quasiment multiplié par deux. Un tiers sûr de gagner au bout de 15 jours, multiplié par deux. Après, c'était un effet boule de neige, son agenda était très vite plein. Et ça lui a coûté quoi? Je crois qu'il a investi genre 50 ou 60 euros, ce qui n'était pas non plus des masses. Ensuite, l'avantage de construire, de faire connaître son image et sa marque via les réseaux sociaux, c'est qu'en publiant régulièrement, eh ben, vous créez un historique. Et donc, vous, vous avez quelque part euh, un réseau social qui devient solide parce qu'au fur et à mesure des publications, voilà, les gens voient que vous publiez régulièrement, voient que vous publiez depuis longtemps, voient que vous avez une raison d'exister quelque part. Vous devenez vraiment légitime.
Et inversement, bah voilà, quand vous faites ça, bah vous donnez des informations sur vous. Donc le client n'a pas besoin d'aller voir votre site ou quoi que ce soit en parallèle, de naviguer sur 50 pages pour savoir où vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Non, tout est centralisé sur la même plateforme. Donc voilà, tout, se- tout, devient positif en fait. Alors vous allez me dire, ah ouais, c'est super, en gros, tu nous vends quelque chose de bien là. Maintenant, ok, on doit faire la pub de notre master sur les réseaux sociaux, mais c'est quoi la méthode miracle? Bon, alors il n'y a pas de méthode miracle, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, parce que ça demande encore une fois beaucoup de travail, mais c'est toujours payant. Alors quand vous envisagez de promouvoir votre marque, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de justifier la raison d'utiliser votre marque. Alors que d'autres Qu'est-ce que je raconte? Pardon, je me mélange les pinceaux. Ça peut être... Non, première chose, désolé, je lis mes notes en parallèle et je me suis mélangé les pinceaux, pardon. Première chose à faire, c'est de planifier intelligemment la stratégie que vous voulez adopter en termes de médias sociaux. Ça, je pense que vous allez y arriver parce que si vous avez identifié les personas et les customer journées, eh ben, vous savez de manière très claire que, par exemple, Facebook sera destiné à communiquer tel ou tel contenu à telle ou telle cible. Voilà. Deuxième chose, créer sa propre page Facebook. Bon, ça je l'ai mis, mais je crois que c'est déjà le cas. Il ne faut pas gérer un compte, hein. Faut créer une page vraiment dédiée à votre master et qui ne parlera à ce moment-là que de ça. Troisième étape, bah, c'est forcément construire une communauté de vrais fans. Donc là, je prends toujours l'image du pavé que vous jetez dans de l'eau. Commencez par un petit rayon, donc abonnez-vous tous à cette page-là, invitez vos amis à vous abonner, et puis après élargissez le cercle au fur et à mesure, et ça fera un effet boule de neige assez, assez important. En plus, ajoutez au départ du contenu informatif. En effet, même si vous avez identifié des personas, il y a toujours un petit peu une phase de flou parce que vous ne savez pas trop exactement si telle ou telle information peut plaire à telle personne ou pas à une autre. Et comme vous partez de zéro, vous n'avez pas encore suffisamment de data pour faire des analyses. Donc, commencez par créer du contenu purement informatif. Vous pouvez choisir un style langagier un petit spécifique, propre à vous, on en reparlera tout à l'heure, mais partez sur des choses simples. Qui, quoi, où, comment, à quelle heure, voilà. Je prends un exemple. Samedi prochain, venez assister à la conférence de. Nous serons présents. Nous aurons l'occasion d'échanger sur je ne sais pas quelle autre chose. Voilà. Inciter les gens à venir vous voir. Dernier point, bah, les interactions directes sont forcément la clé du succès. Donc là, on en parlera également encore par la suite. C'est le call to action. C'est-à-dire que non seulement, oui, on peut liker une publication, mais c'est toujours mieux s'il y a un lien dedans. Il faut rediriger les gens qui vous suivent sur Facebook vers une page dédiée qui parle du sujet dont vous parlez dans votre post. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la landing page. Ça peut être simplement un blog post, ça peut être un article, peu importe, mais ne les redirigez surtout pas vers une page générique, sinon vous allez les perdre. Voilà. Euh, Donc globalement, vous n'aviez pas de questions lors de la première session, donc j'entame directement la conclusion. Donc ayez en tête que bon, chaque marque utilise des moyens différents pour pour se promouvoir et se créer une image de marque. Euh, Vous pouvez appliquer bon nombre de techniques, hein. Bon, vous n'allez peut-être pas vous lancer dans la publicité parce que ça demande un budget, mais au moins faites vivre vos réseaux sociaux par rapport à ce que vous avez défini dès le départ. Ce sera déjà un très bon début. Euh, on verra ça par la suite, mais le fait d'avoir un planning éditorial vous aidera beaucoup à avancer et ça vous forcera et vous imposera un rythme de travail. Euh, donc ça, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est que ou deuxième conséquence, si je puis dire, c'est que le fait de se, de se- de se forcer à faire ça, c'est que ça va renforcer votre image de marque. Et ça va ça va augmenter votre indice de confiance auprès de l'ensemble des utilisateurs et des étudiants.
donc forcément, ça pourrait être que bénéfique. Voilà. Donc je voulais vraiment que vous ayez tout ça en tête. Je vous ai mis un certain nombre de ressources. Donc le premier, Sprout Social, qui est c'est un site web, il est plus trop connu, il était à une époque, mais ils ont un très bon article en anglais sur ça, sur les marques au niveau des réseaux sociaux. Donc vous retrouverez pas mal de choses que j'ai déjà dites, mais ça vous fera un complément d'information. Et je vous ai mis deux liens. Cliquez dessus si ça vous intéresse, si vous voulez les acheter. C'est des livres sur Amazon. Donc le premier, c'est l'histoire des marques. Donc ça, c'est, on va dire, assez une approche plutôt théorique, un peu analytique, voilà, qui vous raconte, comme son nom l'indique, l'histoire de certaines marques très connues et voir comment elles ont évolué dans le temps. Et le deuxième, qui est un peu une approche un peu plus différente, il s'appelle No Logo, la tyrannie des marques, où là, l'approche elle n'est pas du tout historique, mais ça vous montre, on va dire, justement les messages, comment est-ce qu'ils sont véhiculés, qu'est-ce qui vous pousse en fait de manière inconsciente à acheter telle ou telle marque sans vous en rendre compte. Enfin voilà, c'est pas mal. Si ces bouquins vous plaisent, franchement, cliquez sur ces liens et achetez les livres. Ils sont pas très chers, c'est entre 10 et 15 euros. Ça vous fera de la lecture et au pire, ça vous fera un beau cadeau de Noël. Voilà, d'ici là. Alors je sais pas quand est la prochaine séance, donc ça je vous le communiquerai ultérieurement. Je crois qu'au niveau du calendrier, il y en avait plus de planifié. Donc dans le pire des cas, je ferai des séances enregistrées, donc asynchrones. Je vous proposerai également des modules bonus par la suite, qui ne sont pas forcément en rapport avec les réseaux sociaux, mais qui ne peuvent être que bénéfiques. Et puis voilà, si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end, de très belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt.